En 1934, une guérisseuse traditionnelle du comté de Rabun, en Géorgie, a guéri la pneumonie d'un enfant en utilisant uniquement de la racine d'hydraste du Canada, un cataplasme sur la poitrine et une tente à vapeur, fabriquée à partir d'un drap de lit. Il n'y avait ni médecin, ni pharmacie, ni route pour sortir du vallon avant le dégel printanier. Le numéro 18 de cette liste était si efficace que 75% des plantes utilisées ont ensuite été confirmées par la science comme contenant les propriétés médicinales exactes que les habitants des montagnes avaient toujours revendiquées. Le numéro 7 permettait de conserver la viande comestible pendant tout un hiver dans les Appalaches, sans un seul watt d'électricité. Ces 25 secrets de survie n'ont jamais été écrits dans aucun manuel. Ils se transmettaient de grand-mère en petit-enfant, murmurés sous les porches et mis en pratique dans des cuisines où le médecin le plus proche se trouvait à 2 jours de route à dos de mulet. Le numéro 3 était si courant que, lorsque le gouvernement l'a interdit, des communautés entières ont perdu leur seul remède. Top 25. Lire les chenilles oursons pour prédire l'hiver. Chaque mois d'octobre, dans les vallons du sud des Appalaches, les anciens attrapaient une chenille ourson et étudiaient la largeur de sa bande brune. Un milieu brun et large signifiait un hiver doux, tandis qu'un corps principalement noir annonçait un froid brutal et de fortes chutes de neige. Les familles planifiaient leurs réserves de bois de chauffage et de nourriture en fonction de ce que la chenille leur disait. Les enfants faisaient la course pour trouver la première, la ramenant à la maison comme un trophée. Si 3 ou 4 chenilles présentaient toutes des bandes brunes étroites, les gens fendaient du bois supplémentaire sans qu'on le leur dise. Les entomologistes modernes ont découvert que les bandes sont en réalité corrélées à la sévérité de l'hiver précédent, et non de celui à venir. Mais les habitants des montagnes avaient compris que les schémas météorologiques se répètent. Ils lisaient un registre biologique du climat, et cela fonctionnait suffisamment bien pour maintenir en vie les familles pendant des hivers qui tuaient ceux qui n'étaient pas préparés. Top 24. Les haricots, culottes de cuir. Avant que les bocaux de conserve n'atteignent les montagnes, les femmes conservaient les haricots verts en les enfilant sur un fil et en les suspendant au chevron de la cabane pour les faire sécher. Elles les appelaient culottes de cuir, parce que les gousses séchées devenaient coriaces et brunes, se balançant en longues guirlandes au-dessus de la cuisine. L'hiver venu, votre grand-mère en faisait tremper une poignée toute la nuit, puis les laissait mijoter pendant des heures avec du porc salé. Les haricots réhydratés avaient une saveur profonde, fumée et concentrée que les haricots frais ne pourraient jamais égaler. Le processus de séchage concentrait les sucres et les acides aminés, créant ce que les scientifiques de l'alimentation reconnaissent aujourd'hui comme une légère réaction de Maillard. Votre arrière-grand-mère ne connaissait pas la chimie. Elle savait juste qu'ils avaient le goût de la maison. Top 23. La cabane à source. Avant que la réfrigération n'atteigne les vallons, et dans certaines parties de l'est du Kentucky, ce ne fut pas avant la fin des années 1940, les familles construisaient de petites structures en pierre directement au-dessus des sources froides des montagnes. L'eau s'écoulait par des canaux creusés dans le sol, maintenant l'intérieur à une température constante de 10 à 13 degrés Celsius tout au long de l'année. Des pots de beurre, des cruches de lait et du gibier paré reposaient dans des auges peu profondes d'eau courante, restant frais pendant des jours, en plein mois d'août. On pouvait entendre l'eau couler avant même d'ouvrir la porte. Lorsque vous y pénétriez par un après-midi de juillet, l'air frais vous frappait le visage, comme si vous entriez dans une grotte. Votre grand-mère pouvait y barater le beurre lors des après-midi chauds, car la température fraîche l'aidait à prendre plus rapidement. Certaines cabanes à source possédaient des étagères en pierre, taillées dans les murs, où vieillissaient des meules de fromage, et où s'alignaient de manière ordonnée des bocaux de saindoux scellés. Les enfants
étaient avertis de ne jamais troubler l'eau de la source. Une cabane à source contaminée signifiait que toute la famille se retrouvait sans stockage au froid, jusqu'à ce que l'eau redevienne claire. Ce petit bâtiment était la structure la plus importante de la propriété après la cabane elle-même. Lorsque l'électricité est finalement arrivée, la cabane à source est devenue une remise à outils, mais elle fonctionnait mieux que n'importe quel réfrigérateur pour conserver les légumes et les produits laitiers. Et son fonctionnement ne coûtait rien. Top 22. Planter selon les signes. Les agriculteurs des Appalaches suivaient un calendrier de plantation lunaire complexe, apporté de l'autre côté de l'Atlantique par les colons scots irlandais et affiné grâce aux connaissances des Cherokees. Les plantes à racines étaient plantées pendant la lune noire, tandis que les légumes à feuilles vertes étaient semés pendant la lune croissante. Les poteaux de clôture étaient plantés pendant la nouvelle lune, car le bois coupé pendant la phase sombre résistait à la pourriture. L'abattage des porcs ne se faisait que sous certains signes, pour éviter que la viande ne rétrécisse dans le tonneau. Des études agricoles modernes ont montré que les cycles lunaires affectent effectivement l'humidité du sol. Et une étude botanique suisse a révélé des différences mesurables dans les taux de germination selon les phases. Les habitants des montagnes observaient une relation gravitationnelle entre la Lune et les eaux souterraines que la science a mis des siècles à confirmer. Top 21. Allumage de feu au bois gras, fatwood. En haute altitude, là où les températures hivernales descendaient bien en dessous de zéro, les familles comptaient sur le bois gras pour allumer des feux quand rien d'autre ne prenait. Il provient de souches de pins morts, où la résine s'est concentrée au fil des années de décomposition, transformant le cœur du bois en un allume-feu naturel. Votre grand-père marchait jusqu'à une vieille souche, en détachait des éclats avec une hachette et les rapportait chez lui dans sa poche. Même sous une pluie battante, le bois gras s'allumait avec une seule allumette. Les familles gardaient leurs souches de bois gras comme d'autres gardaient leurs parcelles de ginseng. Les survivalistes modernes vendent le bois gras pour 10 $ le fagot, mais les familles des montagnes l'avaient gratuitement, transmis souche par souche. Top 20. La récolte des rampes, ail des bois. Après 5 mois de porc salé et de haricots secs, la première nourriture sauvage à percer le sol de la forêt était la rampe, ail des bois. Un poireau sauvage au goût prononcé qui pousse en colonies denses sous la canopée des feuillus. Votre grand-mère savait exactement où se cachaient ces parcelles, un savoir hérité de sa mère. Elle creusait avec précaution, n'en prélevant qu'un tiers pour que la parcelle puisse se régénérer. Une pratique de conservation que les Cherokees avaient enseignée aux colons des siècles avant que quiconque n'utilise le mot « durable ». Les rampes étaient plutôt frites dans la graisse de bacon ou brouillées avec des œufs, et l'odeur était si puissante que les enfants envoyés à l'école après un souper aux rampes étaient parfois renvoyés chez eux. Des communautés entières organisèrent des soupers aux rampes en avril, la puanteur planant sur les terrains de l'église comme une déclaration que l'hiver était officiellement terminé. La science de la nutrition a confirmé plus tard que les rampes contiennent plus de vitamine C par once que les oranges et une quantité significative de sélénium, un minéral presque absent de l'alimentation hivernale en montagne. Leur composé soufré agissait comme un tonique printanier naturel, stimulant le système immunitaire après des mois d'alimentation carencée en vitamines. Top 19. Cataplasme de tabac pour les piqueresses. Lorsqu'une guêpe vous piquait pieds nus dans le jardin, votre grand-mère attrapait du tabac à chiquer, l'humidifiait et le pressait sur la piqûre. En quelques minutes, l'enflure diminuait. Les Cherokees utilisaient le tabac à des fins médicinales bien avant le contact avec les Européens. La recherche moderne a confirmé que les alcaloïdes du tabac possèdent de véritables propriétés anti-inflammatoires lorsqu'ils sont appliqués localement. La nicotine agit comme un léger analgésique
et vasoconstricteurs. Vous ne posiez pas de questions. Vous mâchiez le tabac, l'appliquiez et continuiez à travailler. Les Granny Women, femmes guérisseuses des Appalaches, constituaient le système de santé dans des communautés où le médecin le plus proche se trouvait à 50 kilomètres par une route de montagne non goudronnée. Ces femmes accouchaient les bébés, remettaient les os en place et traitaient la pneumonie avec des plantes cueillies sur le sol de la forêt. Le projet Foxfire, lancé en 1966, a passé des décennies à consigner ce savoir. Ce qu'ils ont découvert n'était pas de la superstition, mais une tradition médicale cohérente. Une analyse de 2003 a révélé que 75% des plantes traditionnellement utilisées contenaient des composés ayant de véritables propriétés médicinales, correspondant exactement à ce qu'affirmaient les guérisseurs. Top 17. Du miel sur les plaies ouvertes. Les familles des montagnes pansaient les coupures et les brûlures avec du miel cru provenant directement de la ruche. Votre grand-mère nettoyait la plaie avec de l'eau bouillie, étalait une couche épaisse de miel et l'enveloppait dans un linge propre, en changeant le pansement 2 fois par jour. Les plaies s'infectaient rarement. La science moderne confirme aujourd'hui que le miel cru crée un environnement naturellement acide et libérant du peroxyde d'hydrogène auquel la plupart des bactéries ne peuvent survivre. Sa forte concentration en sucre déshydrate les cellules bactériennes par osmose. L'armée britannique a utilisé du miel sur les blessures du champ de bataille pendant la Première Guerre mondiale, et des études cliniques ont documenté son efficacité contre les infections à staphylocoque résistantes aux antibiotiques. Une seule ruche produisait assez de miel pour servir à la fois de nourriture et de médicaments pendant 1 an. Ce pot collant sur l'étagère n'était pas un dessert, c'était la salle des urgences. Top 16. La limonade de sumac. Cette grappe de baies rouges poussant le long de chaque clôture était une boisson. Le sumac vinaigrier fournissait un breuvage acidulé et riche en vitamine C que les familles des montagnes préparaient tout l'été. Il suffisait d'égrapper les grappes, de les faire tremper dans de l'eau froide pendant des heures, de filtrer à travers un linge et de sucrer avec du miel. Cela avait le goût d'une limonade rose, mais avec plus de profondeur. Les Cherokees ont enseigné cette préparation aux colons. Les baies moulues étaient également saupoudrées sur le poisson comme assaisonnement. Le sumac vénéneux a des baies blanches et pousse dans les marécages. Des baies rouges dressées signifiaient boisson, tandis que des baies blanches, pendantes, signifiaient la mort. C'était une règle assez simple pour qu'un enfant de 5 ans ne l'oublie jamais. Top 15. Le thé de sassafras. Chaque printemps, les familles déterraient des racines de sassafras et les faisaient bouillir pour obtenir une infusion couleur rouille que les anciens appelaient un purificateur de sang. Elle avait une saveur chaude de racinette, root beer, car le sassafras est l'arôme original de cette boisson. Les montagnards en buvaient pour fluidifier le sang après les repas copieux de l'hiver. La FDA a interdit l'huile de sassafras en 1960 à la suite d'études sur des rats. Mais la concentration dans une tasse de thé est des centaines de fois inférieure à celle qui a nui à ces animaux. Les familles qui en buvaient en toute sécurité depuis 200 ans ont haussé les épaules et ont continué à faire bouillir des racines. Aujourd'hui, les magasins de produits diététiques vendent la même écorce au prix fort. Top 14. La cave à légumes. Creusée dans le flanc d'une colline ou sous le plancher de la cabane, la cave à légumes était à la fois le réfrigérateur, le congélateur et le garde-manger des Appalaches. La terre elle-même servait d'isolant, maintenant l'intérieur à une température constante de 35 à 40 degrés Fahrenheit, environ 2 à 4 degrés d'octobre à avril. Les pommes de terre enfouies dans la paille se conservaient jusqu'en mai sans germer. Les pommes, emballées individuellement dans du papier journal, restaient croquantes pendant des mois. Les choux suspendus à l'envers aux poutres du plafond gardaient leurs feuilles extérieures assez fraîches
pour être épluchés et mangés en février. Une cave à légumes bien construite ne nécessitait aucune énergie et aucun entretien, si ce n'est un coup de balai occasionnel. Le savoir-faire, pour savoir où creuser et comment ventiler, se transmettait de père en fils, avec le même sérieux que d'apprendre à un enfant à tirer. Perdre la cave à légumes, c'était perdre l'hiver. Top 13. La racine jaune contre les infections. Ce petit arbuste poussant le long de chaque rive de ruisseau a servi d'antibiotique le plus fiable des montagnes pendant 200 ans. Votre grand-mère faisait bouillir ses racines d'un jaune éclatant pour en faire une tisane amère contre les maux de gorge, les maux d'estomac et les infections. La racine contient de la berbérine, aujourd'hui vendue sous forme de complément alimentaire à 20 $ la bouteille. La berbérine possède des propriétés antimicrobiennes et anti-inflammatoires documentées et confirmées contre les streptocoques, E. coli et le candida. Les vieilles guérisseuses ne connaissaient pas le nom du composé. Elles savaient juste que la racine jaune fonctionnait, et elles avaient raison. Top 12. Le sirop de sureau. Lorsque les toux hivernales se propageaient dans le vallon, votre grand-mère attrapait le sirop de sureau qu'elle avait préparé à la fin de l'été. Les baies violet foncé étaient mijotées avec du miel et des clous de girofle, puis filtrées dans des bocaux en verre. Une cuillère à soupe chaque matin maintenait la famille sur pied, et une cuillère à soupe toutes les 4 heures soignait les malades. Une étude de 2004 a révélé que l'extrait de sureau réduisait les symptômes de la grippe de 4 jours en moyenne. Votre grand-mère n'avait pas besoin d'essais cliniques. Elle avait 100 ans d'archives familiales. De nombreux remèdes autrefois rejetés comme étant des superstitions sont aujourd'hui étudiés dans de grandes universités. La berbérine fait l'objet de recherches pour le diabète de type 2 et le sureau est vendu sous le nom de sambucol dans toutes les pharmacies. Ces plantes poussaient gratuitement sur chaque flanc de montagne. Mais aujourd'hui, les entreprises facturent 29,99 $ la bouteille pour les mêmes composés que les vieilles guérisseuses donnaient gratuitement. Top 10. La cueillette de l'azimine. Pau pau. Le plus gros fruit comestible originaire d'Amérique du Nord pousse à l'état sauvage dans les sous-bois des Appalaches, avec un goût rappelant un croisement entre la banane et la mangue. Il mûrit en septembre et se meurtrit en quelques heures. C'est pourquoi vous n'en avez jamais vu en magasin. Votre grand-mère les ramassait au bord des ruisseaux pour en faire des flans et du pain. Le fruit est riche en vitamine C, en magnésium et en fer. Il a besoin d'ombre, met 7 ans à fructifier et la fenêtre de récolte est de moins d'1 semaine. Il est parfait pour les personnes qui connaissent intimement leur forêt et sans valeur pour tous les autres. Lorsque les familles sont parties travailler à l'usine, les bosquets d'acier minier ont été envahis par la végétation et le savoir s'est éteint avec les grands-mères. Top 9. Savon de lessive à base de cendres de bois. Chaque ferme possédait un bac à cendres devant la porte de la cuisine où les cendres de la cheminée étaient collectées et lessivées avec de l'eau de pluie pour produire de la lessive alcaline, soude. Votre grand-mère mélangeait cette lessive avec du saindoux fondu et la faisait cuire dans un chaudron en fonte jusqu'à ce qu'elle épaississe pour former du savon. Le processus prenait une journée entière et les proportions devaient être exactes. Elle testait le mélange en trempant une plume dans le liquide. Si la plume se dissolvait, la lessive était assez forte. Ce savon fait maison nettoyait tout, les vêtements, la vaisselle, les sols et les plaies. Il était naturellement antibactérien, en raison de sa forte teneur en alcali. Lorsque le savon commercial est devenu bon marché, les bacs à cendres ont disparu, mais l'ancien savon de lessive nettoyait mieux que n'importe quel produit acheté en boîte. Top 8. Le fumoir. Après l'abattage du porc fin novembre, les familles salaient les jambons et le bacon, puis les suspendaient dans un petit bâtiment où du bois de carrier, icori ou de pommier se consumait pendant des semaines. La fumée déposait des composés antimicrobiens sur la surface de la viande,
tandis que la chaleur en extrayait l'humidité. Un jambon de campagne correctement fumé pouvait rester suspendu pendant 1 an ou plus sans s'abîmer. La clé résidait dans le contrôle de la température. Trop chaud, la graisse fondait. Trop froid, la fumée ne pénétrait pas. Votre grand-père entretenait ce feu comme une religion. Le processus chimique implique du formaldéhyde et des composés phénoliques présents dans la fumée qui inhibent la croissance bactérienne. Un seul porc correctement fumé nourrissait une famille de 6 personnes pendant près d'1 an. Les anciens pouvaient deviner quel bois un voisin utilisait à 50 mètres de distance rien qu'à l'odeur. Top 7. La choucroute dans un pot en grès. Avant les suppléments vitaminiques ou les expéditions d'agrumes, les familles des Appalaches survivaient au scorbut hivernal grâce aux choux fermentés. Votre grand-mère râpait une tête entière, la disposait en couches avec du sel dans un pot en grès, et la pilait jusqu'à ce que le jus remonte. En 3 à 6 semaines, des bactéries bénéfiques, lactobacilles, transformaient le chou en choucroute. Ce pot constituait la réserve de vitamines de la famille de novembre à mars. Le processus de fermentation augmente en réalité la teneur en vitamine C, tout en produisant des probiotiques. Les enfants la mangeaient sur des haricots, sur du pain ou directement à même le pot. Les médecins modernes recommandent aujourd'hui les aliments fermentés pour la santé intestinale, vendant le même concept que votre grand-mère mettait en pratique avec un chou à 2 $ et une pincée de sel. Top 6. Le bouillon blanc pour les poumons. Cette grande plante duvetteuse présente sur tous les bords de route était le sirop contre la toux des montagnes. Les feuilles séchées, infusées en tisane, soignaient les rhumes de poitrine, tandis que les feuilles trempées dans de l'huile chaude devenaient des cataplasmes pour le thorax. Certaines familles fumaient même du bouillon blanc séché pour traiter l'asthme. Les herboristes modernes ont confirmé que le bouillon blanc contient des saponines et du mucilage qui agissent comme expectorants. Une étude allemande a révélé que l'extrait de bouillon blanc était efficace contre les otites. Cette mauvaise herbe des bords de route a été une pharmacie respiratoire pendant 200 ans. Top 5. Le ginseng comme monnaie d'échange. Dans les vallons profonds des Appalaches, le ginseng américain valait de l'argent. Votre grand-père pouvait déterrer une livre de racines de ginseng sauvage et la vendre pour plus qu'une journée de salaire à la scierie. Les acheteurs chinois payaient le prix fort pour les racines des Appalaches, car ces plantes à croissance lente et poussant à l'ombre étaient considérées comme plus puissantes. Un bon chercheur de ginseng connaissait ses parcelles comme un banquier connaissait ses comptes, gardant les emplacements comme des secrets de famille. Il s'agissait d'une récolte durable, pratiquée depuis des siècles, laissant toujours les racines les plus jeunes et replantant les baies rouges dans le sol. Le ginseng payait les vêtements d'école et les visites chez le médecin quand rien d'autre ne le pouvait. Lorsque des étrangers ont commencé à surexploiter la plante dans les années 1970, de nombreuses anciennes parcelles familiales ont été dépouillées, et le ginseng a disparu. Top 4. L'utilité des feuilles de maïs. Rien de la récolte de maïs n'était gaspillé. Les feuilles séchées rembourraient les matelas, isolaient les murs et étaient tressées pour faire des assises de chaises. Elles étaient torsadées en cordes, tissées pour fabriquer des poupées et utilisées pour envelopper la nourriture. Une femme capable de tresser une assise de chaise en feuilles de maïs de manière impeccable était très respectée. Lorsque les matelas en mousse et les cordes synthétiques sont apparus, une centaine d'utilisations des feuilles de maïs ont disparu en une seule génération. Top 3. L'alcool de contrebande comme médicament. Dans les communautés où la pharmacie la plus proche se trouvait à une journée entière de voyage, le whisky de maïs servait d'anesthésique, d'antiseptique et de remède contre le rhume. Votre grand-mère en gardait un bocal pour soigner, pas pour boire. Un mal de dents signifiait un chiffon imbibé de whisky sur la gencive, et une blessure profonde recevait une giclée de gnôle avant l'application de miel.
le whisky au sucre candi soignait les maux de gorge partout dans les montagnes. Lorsque le gouvernement a interdit la distillation à domicile, il a supprimé le médicament le plus polyvalent de la montagne. Top 2. La sourcellerie. Lorsqu'une famille avait besoin d'un puits, elle faisait appel au sourcier local. Cette personne parcourait la propriété en tenant une branche fourchue d'amas mélisse ou de saule. Lorsque la branche s'inclinait d'elle-même vers le bas, tirant assez fort pour arracher l'écorce sous la poigne, c'était là que l'eau coulait. Les familles creusaient là où la branche pointait et trouvaient presque toujours de l'eau. Bien que les sceptiques tentent de la démystifier, une étude allemande de 1990 a révélé qu'un petit nombre de sourciers localisaient systématiquement l'eau souterraine à des taux bien supérieurs au hasard. Les communautés montagnardes ne se souciaient pas du débat. Elles se souciaient de l'eau. On disait que cette compétence se transmettait de génération en génération, un don qui ne pouvait pas être enseigné à n'importe qui. Top 1. La théorie des signatures et la pharmacie des guérisseuses. Au cœur de la survie dans les Appalaches se trouvait un système complet de médecine par les plantes transmis de bouche à oreille. La théorie voulait que l'apparence d'une plante révèle sa fonction. L'hépatique soignait les affections du foie, la pulmonaire traitait les maladies respiratoires et la sanguinaire purifiait le sang. Lorsque ces remèdes ont été testés en laboratoire, la majorité d'entre eux contenaient des composés actifs appropriés à leur usage traditionnel. Les guérisseuses héritaient de siècles d'observations empiriques. Cette tradition mélangeait les connaissances cherokees, scoto-irlandaises, allemandes et afro-américaines pour créer quelque chose d'uniquement appalachien. Lorsque les guérisseuses sont mortes et que leurs petits-enfants ont déménagé dans les villes, ce savoir a été enterré avec elles. Aucun livre ne l'a entièrement capturé. Il vivait dans la mémoire et est mort en silence. Mais pour les familles qui y croyaient, cette pharmacie non écrite a maintenu des générations en vie sur une terre à la fois brutale et magnifique. Essayez-en un cette semaine, juste un. Préparez une infusion de sassafras ou cueillez des baies de sumac. Puis revenez me dire que votre grand-mère avait tort. Partagez celui que vous essayez dans les commentaires. Il ne s'agissait pas de superstition. C'était un système de survie qui a maintenu une culture en vie pendant 200 ans. Vos ancêtres le savaient, et maintenant, vous le savez aussi. Si ces histoires de sagesse montagnarde et d'histoires perdues ont changé votre façon de voir les plantes de votre propre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Nous nous consacrons à déterrer l'héritage que le monde moderne a tenté d'enfouir. Plantons les graines de l'avenir en nous souvenant du passé. Le prochain trésor de secrets anciens sera ouvert très bientôt.